La RDC se souvient des émeutes marquant un tournant décisif vers l'indépendance le 4 janvier. La date est célébrée comme la journée des martyrs de l'indépendance. Le bilan officiel parlait de 49 personnes tuées. La population réclamait un meeting sur la restitution d'Accra. Des ONG constituant un réseau contre le terrorisme en RDC se disent contre le non-respect de l'embargo de l'ONU sur les armes et sur le régime de sanctions sont en violation directe du droit international applicable. La structure compte plus d'une centaine des ONG. Et en exclusivité ce soir sur JMK Today, Jean-Marie Kassamba reçoit Christophe Lutundula. L'homme a choisi de se désolidariser de l'ensemble de Moïse Katumbi pour soutenir le chef de l'État. Les raisons qui ont motivé son choix à suivre ce soir à 20h sur Télé 50. Très heureuse de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes le 4 janvier, jour commémoratif des martyrs de l'indépendance. En effet, le 4 janvier 1959, un dimanche où des émeutes ont éclaté à Léopoldville, actuellement Kinshasa, marquant les débuts des grandes revendications congolaises qui déboucheront sur l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960, après une répression sanglante au retour des leaders congolais d'Accra. De la population a réclamé qu'ils viennent raconter ce qu'ils avaient vécu là-bas maintenant que les premiers noirs politiciens étaient sortis du Congo belge, et cela pour la première fois, mais ça a été mal perçu par l'autorité coloniale qui ne voyait pas cela d'un bon œil. Elle a refusé la tenue de ce meeting. Que retenir finalement de cette date au-delà de son aspect historique? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Isidore Ndayouel, historien et professeur émérite de l'Université de Kinshasa. Bonjour, dites-nous professeur, que symbolise exactement cette journée du 4 janvier? C'est une journée extrêmement importante qui consiste à évoquer l'ensemble des martyrs que nous avons connus dans le pays pour aboutir à l'indépendance. C'est important d'insister sur le fait que c'est l'ensemble des martyrs, parce que il en est ainsi dans la vie des hommes lorsqu'il s'agit du calendrier des célébrations. On choisit une date symbolique à cause d'un événement, et cet événement est un point de polarisation d'un ensemble de faits. Et donc, nous devons, le 4 juin, à la fois rappeler l'événementiel du 4 janvier, mais surtout ne pas rester prisonnier de cet événementiel. Et savoir que ça compte également pour ce qui s'est passé à Bukavu, à Elisabethville, à Loulouabourg, à Kikwit, etc., ou à Matadi. Et donc, ça c'est la signification de la fête. Déjà, l'effervescence de l'indépendance, où on sait bien que le blanc est là pour nous créer des problèmes, les gens ont très mal pris cette décision. Ils se sont dispersés et ils ont commencé à s'en prendre justement à des boutiques des alentours. À ce moment-là, les boutiques des alentours, ce sont des boutiques qui étaient tenues par les expatriés, donc des Portugais, des Indiens, des Libanais. C'est donc auprès de ces gens-là qu'il va y avoir une première réaction. Et cette première réaction a suscité alors l'intervention de la force publique. Alors, comment s'imprégner selon vous des acquis de la journée du 4 janvier 1959 pour l'avenir de la RDC ou son développement? Pour qu'une nation puisse exister, cette nation compte sur ses martyrs. Et la nation ne peut pas être oublieuse de tous les sacrifices qui ont été menés dans le passé. Nous avons eu des martyrs pour qu'il y ait l'indépendance. Nous avons eu des martyrs pour qu'il y ait un début de démocratie. Nous avons eu des martyrs pour que l'État
congolais puisse se créer. Il faut donc arriver à se remémorer ces différentes séquences. Il a fallu qu'il y ait, à la période léopoldienne, tous les martyrs qui ont eu des mains coupées, etc., qui ont eu à faire le chemin de fer Matadi-Léopoldville pour que le Congo, l'État Congo, puisse exister. Il a fallu qu'il y ait énormément de porteurs qui soient morts partout dans le pays pour que l'État congolais puisse exister. Et nous, lorsque nous arrivons à la séquence de l'indépendance, nous avons eu également des martyrs partout. Je voudrais ici évoquer notamment toutes les violences qu'il va y avoir au Kasaï à cette époque-là, à l'approche des indépendances, à partir de 1958, spécialement 1959, qui sont donc des moments qui doivent être évoqués lorsqu'il est question du 4 janvier. Professeur Ndawel, merci pour toutes ces réponses et éclaircissements. Le chef de l'État a regagné Kinshasa hier mardi après une visite de travail de 5 jours au Kasaï oriental avant de quitter la ville de Mbuji-Mayi. Félix Tshisekedi a donné des nouvelles orientations au gouverneur de l'espace Kasaï sur le programme de développement de 145 territoires. Le président de la République a également présidé la réunion du Conseil de sécurité élargi du Grand Kasaï à laquelle ont pris part les gouverneurs de cet espace. Un groupement d'organisations de la société civile s'est constitué en réseau contre le terrorisme en RDC, RCT. Il réunit une centaine de ONG congolaises. La plateforme fait remarquer que le non-respect de l'embargo de l'ONU sur les armes et sur le régime des sanctions sont en violation directe du droit international applicable et des multiples engagements pris par les pays voisins de la RDC. Écoutez à ce propos, Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE et un des signataires de cette démarche. Nous réclamons que le Conseil de sécurité mette les 10 rapports au débat conformément à ces règles et que les sanctions soient prises contre Kigali et Kampala parce que ces deux pays ont violé l'embargo sur l'arme en fournissant les moyens militaires au M23. Deuxièmement, que la Cour pénale internationale puisse lancer une enquête parce que toute la situation de la RDC est encore soumise à la CPI, que l'enquête soit lancée au niveau de la CPI du bureau du procureur afin d'identifier tous les plus hauts responsables rwandais ou ougandais ou congolais qui ont participé à la commission des crimes graves qui sont des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide mais aussi crimes d'agression contre la RDC. Nous sommes confiants parce que rappelez-vous que nous nous étions aussi mobilisés aux côtés de notre gouvernement afin d'obtenir du Conseil de sécurité la levée de l'embargo sur l'acquisition d'armement et assistance militaire. Nous avons mené le plaidoyer de notre côté. Nous avons tous obtenu avec le peuple congolais et le gouvernement la victoire, c'est-à-dire la levée de cet embargo. Et cette fois-ci, nous sommes encore confiants que la communauté internationale, les Nations Unies, ne vont pas se laisser faire. Le Conseil de sécurité va appliquer des sanctions au Rwanda et à l'Ouganda et que la Cour pénale internationale va lancer ces enquêtes. Si cela n'est pas fait, nous allons aller dans un périple pour rencontrer les plus hauts responsables de ces institutions afin que notre objectif soit atteint. Exclusivité Télé 50 ce mercredi, Jean-Marie Kassamba reçoit Christophe Lutundula, le vice-premier ministre des Affaires étrangères actuellement au cœur de l'actualité. Auteur d'un bilan au-dessus de la moyenne, il a décidé de se désolidariser de sa famille politique Ensemble pour la République et de continuer à collaborer avec Félix Tshisekedi. Les raisons de son choix à découvrir ce soir à 20h30 dans JMK Today. Et puis dans un communiqué hier mardi, la Commission électorale nationale indépendante a fait savoir que les centres d'enrôlement seront ouverts ce mercredi 4 janvier 2023, journée déclarée chômée et payée dans toutes les 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle pour l'enrôlement des électeurs. Il en sera de même pour le 16 et le 17 janvier prochain.
Une semaine après le lancement de l'opération d'enrôlement dans la première ère opérationnelle, la mobilisation ne faiblit pas du côté des parties prenantes. La CENI a bénéficié du soutien des jeunes membres des confessions religieuses de la RDC. Ce dernier invite la jeunesse congolaise à s'approprier le processus électoral en cours. C'était lors du lancement de la campagne de sensibilisation des électeurs. L'Union de jeunes de confession religieuse de la République démocratique du Congo a lancé mardi à Kinshasa sa campagne de sensibilisation à l'enrôlement en vue de la tenue de prochaines élections en République démocratique du Congo. À cette occasion, quelques membres de cette structure se sont enrôlés au lycée Matungé dans la commune de Kalamu, située dans la capitale congolaise, pour marquer cet événement. Par ailleurs, ces jeunes membres de confession religieuse ont lancé un appel à la jeunesse congolaise à s'approprier le processus électoral en cours. Aujourd'hui, c'est le jour où nous sommes venus lancer officiellement notre campagne de sensibilisation de la population, en particulier les jeunes, tous les jeunes congolais, pour l'enrôlement. L'enrôlement, c'est vraiment la première procédure du processus électoral qui nous permet à avoir l'arme pour voter, pour être un électeur, pour être un candidat, pour être un témoin, pour être un observateur. Il faut avoir la carte d'électeur. Cette jeunesse doit accompagner la CENI d'une manière neutre et aussi déterminée pour que tout puisse marcher et puisse aller de l'avant au-delà des difficultés du début du processus d'enrôlement. Nous croyons et nous sommes déterminés que nous allons tous nous enrôler et nous enrôler pour les élections. Rappelons que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a démarré le 24 décembre 2022. Dans la première ère opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante entend enrôler plus de 50 millions de Congolais. On connaît désormais les noms des ministres qui vont assumer l'intérim au ministère du Plan et Transport et Voies des Communications restés vacants depuis la démission des ministres Cherubin Okende et Christian Mwando. Il s'agit de Crispin Badou pour le ministère du Plan et Marc Ekila pour le ministère des Transports et Voies de Communication. Ils ont été notifiés par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et parlons de l'énergie dans le secteur privé. L'autorité de régulation pour des projets intégrateurs a mis en contact le président de la Chambre de commerce de l'Angleterre et l'Agence nationale de l'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain. L'objectif, plus de projets intégrateurs en 2023 et l'initiative est de la directrice générale de la RE, Sandrine Galula. À la veille des festivités de la Saint-Sylvestre, la directrice générale de la RE a mis en contact l'homme d'affaires Zaïd Mir et le directeur général de l'Agence nationale d'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Businessman depuis plus d'une trentaine d'années en RDC, Zaïd Mir est à la fois homme d'affaires et président de la Chambre de commerce en Angleterre qui désire investir dans le secteur de l'énergie en RDC. On a eu déjà plusieurs discussions avec cet investisseur et nous leur avons préconisé certains domaines dans lesquels ils peuvent s'investir et donc il était important dans mon rôle de régulateur de faire la promotion du secteur de l'électricité. Un rôle bien joué par Sandrine Galula, estime le directeur général de Anser. Il s'agit d'un investisseur important qui a des ambitions pour la RDC, des projets concrets en milieu rural et périurbain et qui voulait voir si nous avons des études, si nous avons un pipeline des projets. C'est ce que nous avons présenté, les pipelines des projets. Et donc là, c'est quelque chose de très très bien qui vient de commencer timidement et nous avons espoir que dans les jours qui viennent, ça pourra se matérialiser. Le professeur Sandrine Galula mise dans ses contacts sur des situations pérennes dans le domaine de l'électricité et qui prennent en compte l'implication des communautés. Nous allons commencer bientôt l'année 2023, donc j'en profite aussi pour souhaiter les vœux à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Et en 2023, nous avons déjà planifié pas mal d'activités dans le secteur de l'électricité et donc on travaille en étroite collaboration avec l'Anser. Cap pour 2023 avec des actions concrètes entre l'ARE et Anser.
Le mouvement social n'a pas traversé, il est toujours dans l'union sacrée et soutiendra Félix Tshisekedi lors des élections de cette fin d'année. Le parti politique, du moins sa coordination provinciale, a tenu à le préciser après quelques tergiversations constatées au sein de ce parti. Les détails dans ce reportage. Cette rencontre, aux allures d'une mise au point, a permis au parti politique de dissiper tout malentendu sur le combat qu'il va engager durant cette année. À la question de savoir où se trouve le mouvement social dans l'échiquier politique actuel en RDC, la réponse se trouve consignée dans les résolutions du dernier congrès, a argué la coordination de la ville de Kinshasa du parti politique. Le mouvement social est un parti de l'union sacrée et que lors des élections prochaines, s'il faut échouer, il échouera avec le pouvoir, et s'il faut réussir, il réussira avec le pouvoir. C'est donc sans l'ombre d'un doute que le mouvement social soutiendra les actions du chef de l'État et va l'accompagner aux élections pour son deuxième mandat. Cette réponse est sans équivoque. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, les résolutions du Congrès sont au-dessus de n'importe quel membre. La coordination provinciale a profité de l'occasion pour confirmer sa prochaine activité du 18 février qui aura pour but de redynamiser les activités du MS dans la ville de Kinshasa. Quittons la RDC pour la Somalie. 9 personnes tuées et plus de blessés dans un double attentat. La voiture piégée mardi matin, d'après des sources sécuritaires et des témoins. Cet attentat a eu lieu dans la localité de Mahas. L'attaque a été menée mardi matin dans la localité de Mahas, située à environ 300 km de la capitale de Mogadiscio, de la province d'Uran, où a débuté plusieurs mois une vaste offensive contre les Chebab, menée par le milice clanique et l'armée somalienne. Ce nouvel assaut meurtrier montre que les insurgés, qui ont perdu du terrain dans cette région, restent capables de frapper au cœur de ville et des installations militaires somaliennes. Les terroristes ont attaqué la ville de Mahas ce matin à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs. Ils ont ciblé une zone civile et nous avons confirmé que 9 personnes, toutes civiles, sont mortes dans les 2 explosions, a déclaré Abdoulaye Adan, responsable de la sécurité locale. Selon les témoins, les explosions ont eu lieu près d'un restaurant proche d'un bâtiment de l'administration du district de Mahas et a déclaré avoir vu des cadavres de 9 civils, dont 2 femmes et des enfants. Le commandant de la police de la ville de Mahas, Ousmane Nur, a déclaré à son tour que des civils innocents ont été tués dans les 2 explosions, accusant le Chebab de viser les civils après avoir été défaits par l'offensive militaire gouvernementale. Le Chebab, groupe affilié à l'Al-Qaïda, combat depuis 2007 le gouvernement fédéral, soutenu par la communauté internationale. Chassé des principales villes du pays en 2011 et 2012, il reste solidement implanté dans des vastes zones rurales. Alors, on revient au pays pour parler sport. La première délégation des Léopards Prime pourrait voyager ce soir pour la Tunisie, où l'équipe sera en stage de quelques jours avant de rejoindre Annaba. Et c'est depuis lundi qu'Otis Ngoma a dévoilé la liste de 28 Léopards qui devront défendre les couleurs nationales au 7e championnat d'Afrique des Nations CHAN. La Fédération congolaise de football association avait déjà tracé le programme des Léopards à prime, nonobstant des difficultés financières. À en croire le secrétaire général adjoint de la FECOFA, la grande partie de la délégation devra voyager pour Tunis ce jeudi. Sur place, les fauves congolais affronteront la Libye en amical. En principe, le départ était fixé pour le 2 janvier, mais compte tenu du flux actuel, du flux aérien, les places ne sont pas très visibles ou disponibles. Alors il y aura des départs séquencés, d'autres via Paris pour descendre à Tunis. Et le gros du groupe partira au plus tard la nuit du 4 au 5. Ensuite, à Tunis, l'équipe va livrer un match contre la Libye, un match déjà calé avec les Libyens. Toutes les données ont été envoyées au niveau de la FIFA et de la CAF. Mais il faut aussi dire que tous
les pays ont commencé leur préparation. Logé dans le groupe B, aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda et du Sénégal, la RDC va poser ses valises dans la ville portuaire d'Annaba, située dans le nord-est d'Algérie, au plus tard le 10, pour affronter les crânes de l'Ouganda le 14 janvier. Et en culture, c'était l'événement de la fin de l'année 2022, le lancement du programme Culture Yamboka, un concept qui veut révolutionner ce secteur dans le pays en érigeant un espace de rencontre, d'échange, de dialogue et de promotion des diversités culturelles des peuples. C'est sur l'initiative de Congo Influence Group, coordonnée par Pedro Mukuna, que se sont retrouvés au Fleuve Congo Hotel plusieurs acteurs du secteur culturel en RDC, allant des entrepreneurs, des artistes et tant d'autres. Un événement symbolique qui veut lancer une révolution dans le monde culturel congolais, qui ne se distingue pas que dans la musique, contrairement à la croyance populaire. À cette occasion, les organisateurs et les différents invités ont procédé au vernissage du premier numéro du magazine Culture Yamboka, qui va contribuer essentiellement à la propagande de cette vision. Pedro Mukena est fier de ce qui a déjà été abattu comme travail, bien que le chemin à faire est encore long. C'est un projet qui a vu jour, et ce qu'on peut retenir, c'est que la route est encore longue. On vient de commencer, et à nous-mêmes, je nous souhaite qu'on puisse aller de l'avant et qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Quelques invités présents à ce rendez-vous à haute portée symbolique ont salué le courage et la détermination autour de ce concept et ont promis leur accompagnement. C'est l'une des choses qu'on a voulu assister et, je peux dire, accompagner Culture Yamboka pour développer toute cette partie technologique. Sur l'aspect technologique, il y a vraiment plusieurs choses, les applications mobiles, le moteur de recherche, les sites web officiels, qui va permettre à ce que Culture Yamboka puisse être, je peux dire, diffusée à travers le monde entier. À pouvoir apporter ma partie technique, c'est-à-dire la création d'imagerie de synthèse, pour pouvoir accompagner ce projet, à pouvoir atteindre un plus grand public. La cérémonie a également connu quelques exposés et des démonstrations de quoi offrir des beaux jours à la culture congolaise. Allez, venons, on rappelle les principaux titres. La RDC se souvient des émeutes marquant un tournant décisif vers l'indépendance. Le 4 janvier, la date est célébrée comme la journée des martyrs de l'indépendance. Le bilan officiel parlait des 49 personnes tuées. La population réclamait un meeting sur la restitution d'Accra. Des ONG constituant un réseau contre le terrorisme en RDC se disent contre le non-respect de l'embargo de l'ONU sur les armes et sur le régime des sanctions qui sont en violation directe du droit international applicable. La structure compte plus d'une centaine des ONG. Et en exclusivité ce soir sur JMK Today, Jean-Marie Kassamba reçoit Christophe Lutundula. L'homme a choisi de se désolidariser de l'ensemble de Moïse Katumbi pour soutenir le chef de l'État. Les raisons qui ont motivé son choix à suivre ce soir à 20h30 sur Télé 50. Restez avec nous pour la revue de presse. Une revue de presse en ligne avec Christian Kelongi. Bonne fête de l'indépendance et bienvenue sur ce plateau. Merci Arlette, merci à tous ceux qui nous regardent depuis Charleroi grâce à Télé 50. Voilà, justement, l'actualité, c'est le 4 janvier 1959, le 4 janvier 2022, la RDC se souvient des martyrs de l'indépendance. Effectivement, Arlette, il faut dire que c'est une journée très importante pour les Congolais puisque tout est parti de là. Il s'agit même du déclic qui a permis à ce que la République démocratique du Congo obtienne son indépendance une année après. Il s'agit justement de 1960. Eh bien, les médias ont essayé de faire leur part en rappelant justement l'histoire. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, la République démocratique du Congo se souvient donc des émeutes marquant un tournant décisif vers l'indépendance. Pointe pour sa part actualité.cd. Comme vous le voyez, la date est célébrée comme la journée des martyrs Arlette de l'indépendance. Ce jour-là, selon le bilan officiel, 49 personnes ont été tuées. Mais d'après la BACO, plusieurs centaines des Congolais étaient abattus, Arlette. Tout est donc parti de l'interdiction du meeting
de l'Abaco par l'autorité coloniale. Pour rappel, la population qui revenait d'un match de V-Club avait donc vu d'un mauvais œil cette mesure prise par les colons. Eh bien, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les forces de sécurité ont ouvert le feu, Arlette, sur les manifestants. Il y a eu effusion des sangs. C'est le déclic qui a fait donc bouger les lignes, puisque quelques temps après, donc une année après, l'indépendance sera donc une réalité. À Radio Okapi, qui revient également sur ce sujet, nous fait part ici des propos du professeur Toumba Loba à cette occasion, qui a réagi donc ce matin. Pour lui, cette commémoration des martyrs de l'indépendance confirme les propos du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, selon lesquels cette indépendance n'a pas été octroyée aux Congolais par les Belges. Alphonse Toumba Loba estime que nous avons conquis l'indépendance des hautes luttes dans les sangs, et en particulier le sang des martyrs du 4 janvier 1959. Cette indépendance, nous devons bien la garder, surtout l'utiliser pour le bien-être des Congolais. Vous l'avez dit, Arlette, c'est là. Et puis, des ONG montent au créneau et appellent le Conseil de sécurité à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda. Le taux ne cesse de se resserrer autour du régime de Kigali, Arlette. La dernière en date est celle justement des ONG qui sont justement montées au créneau pour dénoncer l'agression rwandaise. Il s'agit justement du réseau contre les terrorismes en République démocratique du Congo, dont le communiqué a été publié hier mardi. Ces ONG exigent des sanctions contre le Rwanda et demandent à la Cour pénale internationale, CPI, d'amorcer une enquête aux fins des poursuites des plus hauts responsables des 10 crimes, rapporte opinioninfo.cd. Arlette, cette communication fait suite à la publication du rapport à mi-parcours du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, contenant donc des éléments constitutifs des preuves irréfutables des crimes graves commis dans l'est de la RDC par le M23 avec le soutien des militaires du Rwanda. Le RCT fait remarquer que le rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU, publié le 16 décembre 2022, établit donc que les militaires RDF, donc les militaires rwandais, ont mené des opérations de guerre en RDC. Le RCT déplore le fait que c'est dans ce contexte de guerre, d'agression de la RDC par le Rwanda que l'Union européenne a eu à accorder 20 millions d'euros aux forces armées rwandaises en date du 1er décembre 2022. Africa-Tu, qui aborde également le même sujet, fait savoir pour sa part que ce réseau accuse également l'Ouganda d'être derrière les terroristes du M23 Arlette. De ce fait, le RTC invite donc le gouvernement de la RDC, la société civile et tous les partis politiques de la République démocratique du Congo à maintenir donc les pressions sur la communauté internationale en général et la CPI en particulier pour qu'elle s'engage dans des actions devant mettre fin à l'impunité. Voilà, justement, un mois qui nous rappelle effectivement que nous devons lutter pour cette indépendance et cette liberté de la République démocratique du Congo de regard du 2 janvier avec Mamadou Ndala, du 4 janvier avec les martyrs de l'indépendance, du 16 et 17 janvier avec Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila avec des mots très clair, le Congo restera un et indivisible, mais aussi ne jamais trahir le Congo. J'espère que les politiques... dire non à la balkanisation de l'air. Effectivement. Voilà. Grand merci à vous pour cette sélection et surtout bonne fête de l'indépendance. Je vous en prie, merci pareillement. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. Bonne fête de l'indépendance chez vous. Au revoir. L'actualité reste inconnue.